Salut tout le monde, la dernière fois on a parlé de l'intro et du prologue du livre Les Irresponsables qui a porté Hitler au pouvoir de Johann Chapoutot. Cette fois on va parler du premier chapitre qui s'appelle L'austérité au pouvoir et les réformes, la saignée du docteur Brüning. Dans ce chapitre on va parler de plusieurs acteurs différents qui va être important de situer à peu près pour comprendre ce qui se passe. Alors le premier personnage à connaître c'est Paul von Hindenburg qui est le président du Reich. De 1928 à 1930, le premier ministre, enfin, c'est pas un premier ministre, mais c'est un chancelier, c'est Hermann Müller, qui appartient au Parti social-démocrate allemand, donc le SPD. Et puis va apparaître le docteur Brüning, qui va lui devenir chancelier à sa place à partir de 1930. Et enfin, un autre personnage qui s'appelle Kurt von Schleicher, qui est un général de l'armée allemande et qui est conseiller de Paul von Hindenburg. On va pas en dire beaucoup plus sur ce personnage pour l'instant, parce que le but c'est pas de vous noyer dans les détails, mais juste de situer qui fait quoi dans ce moment-là. Dans ce premier chapitre, Johann Chapoutot nous apprend que le gouvernement de Hermann Müller n'échoue pas réellement à cause de la crise en 1930, parce que en s'appuyant sur les mémoires du docteur Brüning qui ont été publiées à titre posthume, on a une histoire qui est complètement différente. Ce qui se passe, c'est qu'en 1926, soit 6 mois avant la crise et près de 1 an avant la destitution du chancelier Hermann Müller, Brüning et Schleicher se retrouvent et Schleicher fait part de la volonté de Hindenburg d'écarter les sociodémocrates. Donc à ce sujet, Chapoutot nous dit « Brüning rapporte que dès le printemps 1929, soit 6 mois avant le début de la crise financière internationale et 1 an avant la démission du gouvernement Müller, le général Kurt von Schleicher l'invite à un petit déjeuner chez lui sur la place de l'église Saint-Matthieu pour lui confier que le président Hindenburg supporte mal les sociodémocrates. Dans sa jeunesse, Bismarck et le Kaiser dénonçaient en eux des apatrides, des incarnations de l'anti-Allemagne, et voilà qu'ils participent au gouvernement. » À savoir que ça, c'est un trope antisémite, le truc de les gens qui n'ont pas de patrie, qui sont les gens cosmopolites, etc., et qui sont anti-allemands, anti-français, anti-ci, anti-ça, c'est vraiment un trope antisémite de l'époque, mais ça existe encore maintenant, hein, puisque on va avoir des trucs de l'ordre de oui, vous voyez, les juifs, ils ont les intérêts des juifs à cœur, etc., plutôt que l'intérêt de la nation. Le président est donc décidé à mettre les affaires en ordre avant sa mort, sans contrevenir à la Constitution, mais en renvoyant le Parlement à la maison pour un certain moment, pour, pendant ce temps, gouverner à l'aide de l'article 48. On a donc 1 an avant la démission du chancelier Hermann Müller, des gens qui décident de faire en sorte que ce personnage soit écarté du pouvoir. Et ce, au profit du docteur Brüning. Le président allemand Paul von Hindenburg, lui, est dans une démarche de se dire qu'il veut se débarrasser temporairement du Parlement, mais pour pouvoir mener ses lois à coup de 48 alinéa 2, qui est un article de la Constitution de Weimar, qui lui permet de passer en force. Ce qu'on apprend également dans ce rendez-vous, c'est que à terme, Schleicher, il a une ambition, c'est que lui, il veut rétablir la monarchie, mais ça doit être fait progressivement. Nous ne voulons pas rétablir la monarchie en un tournement, mais on doit naturellement se poser la question de ce que nous ferons à la mort du maréchal. Donc ça, c'est les mots de Schleicher. Brüning est d'accord, car, répond-il, la restauration de la monarchie ne me dérange en rien, mais la temporalité doit être habilement pensée, car toutes les réformes que nous devons mener en matière sociale et fiscale vont s'avérer si impopulaires que l'on ne doit pas y associer la monarchie. Elles doivent venir après les réformes. Donc d'une part, on a Schleicher qui est un monarchiste, et on se rend compte que Brüning, qui est nommé comme le dernier cours de la République de Weimar, et donc qui a été nommé comme le chancelier qui a essayé de faire tout pour que la République tienne en échouant malgré tout, en réalité c'est quelqu'un qui est très à l'aise avec l'idée de remettre une monarchie, et non seulement il est à l'aise avec ça, mais en plus il veut que ce soit bien fait pour être sûr qu'on n'aille pas reprocher à la monarchie les réformes profondément antisociales qu'ils vont mettre en place. À savoir qu'en plus, ça apparaît clairement ici, ils savent à l'avance qu'ils vont faire des réformes violemment antisociales et qui vont profondément faire du mal au peuple allemand. Donc Brüning, qui était rappelé comme ce personnage, la dernière chance de la République de Weimar, l'homme qui avait tout tenté, en réalité c'est quelqu'un qui est très à l'aise avec la monarchie, très à l'aise avec ce retour de la monarchie, à tel point que, à ce propos, Chapoutot dit
se félicitant en 1931 que la position du chef de l'État soit encore plus forte que dans la constitution voulue par Bismarck. La continuité de l'action politique était assurée. Et il restait simplement à réfléchir au moment approprié pour mettre à la place du président un monarque. Autre référence parmi tant d'autres à la Restauration, si présente dans ses souvenirs comme elle l'était manifestement dans ses actes. Donc clairement, on est sur un personnage qui avait en tête de remettre une monarchie en Allemagne et qui a, entre autres, fait ce qu'il fallait pour à la fois renforcer le pouvoir présidentiel et tendre vers un régime autoritaire et personnel pour faire cette transition vers une monarchie. À cette fin, mais pas seulement, dans leur discussion, Schleicher et Brüning discutent de l'usage de l'article 48 alinéa 2 de la Constitution, et ce dans un but de réformer la Constitution. Ce que Schleicher assure à Brüning, c'est que dans une pratique évolutive, on peut envisager de l'utiliser dans ce sens. Et ça, il le tient des juristes qui travaillent avec lui au ministère des Armées. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire la pratique évolutive de l'article 48 alinéa 2? C'est que grosso modo, ce qu'ils se disent, c'est qu'on va l'utiliser à tort et à travers, on va tordre la Constitution dans tous les sens, et ça va permettre que les gens s'habituent, les gens se disent, bon bah voilà, c'est comme ça, on peut rien y faire, à tel point qu'ils vont pouvoir petit à petit dépasser les limites de ce qui est acceptable, un genre de fenêtre d'Overton pour l'interprétation de la loi de l'article 48 alinéa 2. Quand le gouvernement Hermann Müller démissionne, finalement, von Hindenburg a préparé la suite avec le docteur Brüning et von Schleicher. Brüning dit « Je demandais la permission de former un cabinet indépendant des partis politiques et que me soient conférés les pouvoirs de l'article 48. » Ce à quoi le président Paul von Hindenburg dit évidemment oui, puisque lui, ce qu'il veut, c'est un gouvernement qu'il appelle anti-marxiste et anti-parlementariste. L'idée qui est d'éloigner du pouvoir les sociodémocrates, c'est une idée qui vient de Paul von Hindenburg, mais pas seulement, parce que c'est quelque chose qui est réclamé par le Reichsverband der Deutschen Industrie, qui est un syndicat patronal. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, on exclut au maximum le parti socialiste allemand du pouvoir. Brüning réclame de dépasser les clivages politiques et se veut comme un gouvernement technique sans idéologie, vous connaissez la formule. Lui, il est économiste de formation et se veut un grand administrateur qui bannit l'aventure de la dette. Donc on a le même argument de la dette, ce même truc de dire on compare les finances de l'État aux finances d'un ménage et de se dire attention, la dette c'est très dangereux. Sa politique, elle se fait en réaction à la crise et elle correspond à une réponse qui est décrite par Johann Chapoutot de austéritaire, de réduction des déficits, qu'on part du nom de réforme. Cette ligne politique, elle va se heurter à l'aile gauche du Reichstag, qui est le Parlement allemand. L'aile gauche du Reichstag qui est composée du KPD, qui est le Parti communiste allemand, et du SPD, qui est le Parti socialiste allemand. Ces deux partis vont en réponse à un 48 alinéa 2 de la Constitution de Weimar, donc qui permet au gouvernement de passer en force sans un vote à l'Assemblée, le destituer en utilisant en réponse l'article 48 alinéa 3 par un vote. Ce qui se passe, c'est que le gouvernement va tomber, et ce à quoi Paul von Hindenburg va se dire, qu'à cela ne tienne, je vais dissoudre l'Assemblée. Dans cette même foulée, Hindenburg va renommer le docteur Brüning comme chancelier et reconstituer un nouveau gouvernement. Et puis, on arrive dans ce qui s'appelle un vide juridique, c'est-à-dire que un cas qui n'a pas été prévu par la loi lors de son écriture dans la Constitution. C'est-à-dire que Paul von Hindenburg va à nouveau dire « Eh bien, très bien, nous allons refaire passer la même loi par 48 alinéa 2, et donc, on n'a pas besoin d'un vote à l'Assemblée. » En revanche, ça laisse l'opportunité à l'Assemblée de censurer le gouvernement par un 48 alinéa 3. Là où ça devient technique, c'est qu'il n'y a plus d'Assemblée, puisque l'Assemblée a été dissoute. Et donc, techniquement, quand on se retrouve à faire ça, c'est que si on regarde dans les lignes de la Constitution, c'est légal. C'est-à-dire que c'est écrit nulle part que ce n'est pas autorisé. Et littéralement, là, on est dans le cas d'un bug, si je puis dire, mon abus de langage de développeur, dans l'écriture de la Constitution. C'est-à-dire que c'est pour ça que souvent, quand on parle de loi, on parle de la lettre de la loi et l'esprit des lois. C'est-à-dire que la lettre de la loi, c'est ce qui est écrit noir sur blanc, ce qu'on a le droit de faire, donc pas le droit de faire. Et l'esprit des lois, c'est quelle est l'intention lors de la création d'une loi. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas simplement considérer tout le temps les lois seulement parce qu'elles sont écrites et leur interprétation pure et dure dans la manière dont elles sont écrites.
Ce fait marquant va être le début de ce qu'on appelle un régime présidentiel qui va être daté du 26 juillet 1930. À l'époque, ce passage en force par décret va être régulier et donc les journaux satiriques de l'époque parlent d'un gouvernement décrétin ou de décrétinismus. Cette dissolution appelée par Paul von Hindenburg va avoir d'autres conséquences sur le Parlement. À ce titre-là, ce qui est dit, c'est que la dissolution est un pari risqué, sinon téméraire en cet été 1930. Le chômage a fortement progressé et le programme du gouvernement, confirmé par la première ordonnance d'urgence de juillet, est promis à une impopularité dont Brüning est bien conscient. Le calcul pour le chancelier consiste à espérer un effritement du SPD et des gains pour le Zentrum et le DNVP, en espérant que le NSDAP ne progresse guère. C'est se tromper sur tous les tableaux. Alors pourquoi il se trompe sur tous les tableaux? C'est-à-dire que lui, ce qui compte, c'est faire alliance avec Hugenberg, qui est le président du DNVP. Donc on rappelle que le DNVP, c'est le parti nationaliste allemand, qui est déjà un parti d'extrême droite. Et en sachant que Hugenberg, c'est un personnage qui va revenir assez régulièrement, qui est donc le chef de ce parti, mais qui est aussi un grand magnat de la production et aussi des médias. Mais ce qui se passe, c'est que ce Hugenberg, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il veut plutôt faire une alliance avec le NSDAP et se positionner comme opposant au gouvernement. Ce qui va faire que le NSDAP va être vu comme un parti qui gagne en respectabilité et qui va, grâce aux médias que met à sa disposition Hugenberg, pouvoir inonder la société de ses thèmes et ses idées d'extrême droite. Et donc, au sortir de ces élections, qu'est-ce qui se passe ? Le Parti socialiste perd 5 points, le Parti communiste lui gagne 2,5 points, le centre perd 0,3 points, le DNVP, donc la droite extrême droite, perd 7 points, et les nazis, NSDAP, gagnent 15,5 points. Les nazis vont donc rentrer au Parlement à grand fracas, puisqu'on parle réellement d'une vague brune, puisqu'ils arrivent en uniforme au Parlement, au Reichstag, et ce pour faire un pied de nez à un des Länder qui récemment avait interdit le port de l'uniforme dans son Parlement du Länder. Donc ce pari complètement raté de Brüning, qu'est-ce qu'il fait? C'est que son gouvernement passe d'une précédente législature à environ 50% de soutien à une nouvelle législature où on a au mieux 35% de soutien parmi les députés qui pourraient soutenir sa politique. Et ça, c'est si on compte des membres du DNVP, ce qui est déjà contestable puisque ceux-ci veulent se présenter comme une opposition. Ce qui, de fait, ne donne aucun soutien au gouvernement et lui permet pas de passer des lois. Et donc, le gouvernement va donc faire ce qui se passe dans ces cas-là avec un régime qui permet de passer par-dessus le Parlement. Il va utiliser le 48 alinéa 2 pour passer en force sur ces textes. La raison pour laquelle ce gouvernement ne sera pas censuré à chaque fois, c'est le SPD, le Parti socialiste allemand, qui va décider que même s'ils ne soutiennent pas le gouvernement centriste de droite en place, ils ne vont pas censurer ce gouvernement. Alors pourquoi le SPD décide de ne pas censurer ce gouvernement? Eh bien, leur argument, c'est de dire on a les deux ennemis de la République qui sont le NSDAP, le parti nazi, et le KPD qui sont en train de monter. Donc le KPD, le parti communiste. Et donc, dans cette politique de refus des extrêmes, le SPD va se mettre en position de dire nous, on est dans la politique de gauche mais responsable, donc on choisit de ne pas censurer le gouvernement. Il s'abstient donc des censures par 48.3 lorsque le gouvernement l'utilise et la manière dont il justifie ça à chaque fois, c'est ils jouent pour un moindre mal, c'est-à-dire qu'ils veulent éviter le pire. La panique au SPD grandit globalement puisque les cadres savent plus trop comment gérer la situation vu qu'ils sont en train de perdre sur à peu près tous les fronts et de se fâcher avec leur base militante. Et on a même des discours au sein du SPD qui montent pour dire laissons le pouvoir aux droites et à l'extrême droite, même jusqu'aux nazis, pour montrer qu'ils sont incompétents et les laisser se ridiculiser dans la pratique du pouvoir. Au sein du KPD va monter une critique du social-fascisme, comme ils le disent à propos du Parti socialiste allemand, puisque celui-ci favorise le fascisme en ne censurant pas le docteur Brüning, mais en plus de ça, pratiquait déjà un pouvoir à l'avantage des bourgeois dans leur précédent gouvernement.
À savoir que jusque-là, le Parti communiste, à la fois par la base, donc par les militants et par la tête, par les cadres et les représentants du parti, plaidait en faveur d'une coalition de gauche assez large pour lutter contre à la fois l'extrême droite, mais aussi le centre. Et ce, malgré des politiques qui ont été violentes vis-à-vis du KPD lorsque le SPD était au pouvoir. On parle notamment du 1er mai sanglant en 1929, où il y a eu 33 morts à Berlin, dû à la répression que menait le gouvernement tenu à l'époque par le SPD contre les militants communistes. De son côté, le SPD lui va répondre en disant « Le KPD est un problème puisqu'il divise la classe ouvrière dans ce moment contre-révolutionnaire ». Donc leur argument à eux, c'est de dire nous, on est la vraie gauche, la seule gauche et la gauche responsable, et le problème qu'il y ait d'autres partis de gauche qui ne se rangent pas derrière nous, ça empêche d'avoir une unité à gauche, et on ne peut pas ainsi lutter efficacement comme on le devrait, comme on le voudrait, contre les politiques qui sont menées. Et ce, tout en ne luttant pas de fait contre les politiques qui sont menées, puisque le Parti socialiste allemand se refuse à censurer le gouvernement Brüning. Et suite à la dissolution, le docteur Brüning va avoir des rendez-vous avec différents chefs de partis politiques, et notamment avec le chef du parti du SPD, où il va lui dire « Quand il s'agit de sauver le pays du pire, on est bien inspiré de faire plus confiance au SPD qu'à l'extrême droite pan-germaniste à la Hugenberg. » Fin de citation. Les sociaux-démocrates, meilleur soutien de la droite et d'une politique de purge austéritaire sans précédent, la République de Weimar est décidément pionnière, voire matricielle. Matricielle, ici, il faut comprendre ça comme un modèle de quelque chose qui va se reproduire au fil de l'histoire. Et donc l'idée, là, c'est évidemment de mettre un tacle au PS par rapport à la situation actuelle qu'on a en France. Donc dans la foulée, il parle également des entretiens que Brüning va avoir avec les partis d'extrême droite, ce à propos de quoi il dit « Brüning a également des entretiens avec l'extrême droite, Hugenberg pendant l'été et après le verdict des urnes, Hitler quelques jours après les socialistes, le 6 octobre 1930. Il expose au Führer un programme de gouvernement défini par une politique de rigueur, la lutte contre les réparations et l'attente d'un retournement de conjecture qui selon lui devrait intervenir à l'été 1932. Ce sera de fait le cas. Brüning lui demande de le soutenir en collaborant loyalement, de manière secrète puis ouvertement, donc en entrant au gouvernement afin de libérer le peuple allemand en 2 ou 3 ans des entraves du traité de Versailles. C'est en vétéran de la Grande Guerre qu'il s'adresse aux soldats du front et Hitler. Peine perdue, l'Autrichien ne semble avoir rien compris au plan d'assainissement des finances publiques et répond en me tenant un discours d'1 heure où revient régulièrement le terme exterminé, vernichten, à propos des socialistes, puis au sujet des réactionnaires, enfin en parlant de la France, cet ennemi héréditaire, et de la Russie, cette matrice du bolchevisme. À la limite, pourquoi ne pas entrer avec 3 ministres nazis dans le gouvernement, mais sans engager sur un quelconque programme, sinon l'extermination, Vernichtung, des communistes, des socialistes et des forces réactionnaires, dit Hitler. Brüning en retient que la coopération au niveau du Reich attendra, mais propose de commencer par les Länder. Pour ne pas trancher les fils déjà tissés, je me déclarais disposé à faire en sorte que le NSDAP et le Zentrum puissent former des gouvernements communs dans les parlements des Länder, partout où cela serait arithmétiquement possible. Et ce, dès cette première phase de rapprochement entre nous. Cela fit manifestement sur lui bien plus d'impression que tout ce que j'avais pu dire auparavant. Pour lui, le principe directeur était d'abord le pouvoir, ensuite la politique. Donc là, globalement, il y a le chancelier qui est en train de discuter avec Hitler et qui lui dit « écoute, ça te dit, on fait une alliance, tu me soutiens au Parlement et tout ça. » Hitler, il lui dit « il faut exterminer les socialistes, les gens d'extrême droite Volkisch, donc le DNVP, les Français et les Russes. » Et à ça, Brüning, il se dit « bon ok, pas tout de suite l'alliance au gouvernement, mais faisons alliance dans les gouvernements des Länder, ça me paraît raisonnable. » Ce qu'il faut savoir, c'est que les Länder, comme on l'a précisé dans le précédent live, c'est des zones géographiques qui bénéficient d'une certaine autonomie et qui ont chacun leur constitution et leur gouvernement. Par ailleurs, il n'y a pas de police nationale à cette époque. Donc, les pouvoirs de police et d'éducation, parce que ça va ensemble dans la République de Weimar, sont concentrés dans les gouvernements des Länder. Le 8 décembre 1929, les nazis rentrent au gouvernement de Thuringe, et notamment, on va voir le docteur Wilhelm Frick,
qui demande et obtient le ministère de l'Intérieur. Ce qui va être une demande régulière des nazis au sujet des gouvernements, que ce soit dans les Länder ou dans le Reich. À ce poste, le Dr Frick procède à un large renouvellement des cadres de la police, ainsi qu'à des nominations partisanes à des postes de professeurs de la prestigieuse université d'Iéna. Par décret, il nomme ainsi professeur der Rechtskunde und Eugenik le Dr Hans Gunther, idole de l'extrême droite volkisch et spécialiste incontesté de la science de la race, Rassenkunde, qu'il illustre par des traités savants ainsi que par des ouvrages populaires qui valent l'amène surnom de Rassengunther. Le 15 novembre 1930, la leçon inaugurale du professeur Dr Gunther sur l'étiologie des mutations raciales du peuple allemand depuis l'âge des grandes migrations est un événement politique, mondain et médiatique de première importance, auquel assiste le gratin du parti nazi, Hitler en tête. À savoir que le gouvernement en Thuringe sera censuré un peu plus tard et tombera. Mais les nazis reprendront plus tard évidemment le pouvoir, et c'est aussi un des premiers Länder où les nazis vont rentrer au gouvernement. Et ici, comme partout ailleurs, à la suite, ils vont réclamer les postes au ministère de l'Intérieur pour pouvoir purger la police et mettre en place, garder que des policiers qui sont en soutien au parti nazi, donc le NSDAP, mais aussi placer à droite et à gauche dans le système éducatif des personnes influentes qui vont promouvoir les idées nazies. Le 14 septembre 1930, dans le Länder de Braunschweig, il va y avoir une coalition de droite et d'extrême droite qui va prendre le pouvoir, mais avec le fait notoire que le Zentrum va avoir un soutien décisif à cette prise de pouvoir. Et c'est ce fait qui va précéder la rencontre entre le docteur Brüning et Hitler pour normaliser ces coalitions qui vont du centre au parti nazi. Donc du Zentrum jusqu'au NSDAP, dans d'autres Länder, puis même à l'échelle du Reich. Pareil, les nazis vont réclamer et obtenir le poste du ministère de l'Intérieur. Ici aussi, on joue sur l'éducation et la police pour faire pencher à droite toute l'opinion, tout en opprimant la gauche. Notamment, on va définir l'enseignement de l'histoire comme une éducation nationale politique, et le ministre Dietrich Klacks sera celui qui fait naturaliser Hitler allemand, et qui lui donnera un emploi fictif dans l'administration allemande. Donc encore une fois, c'est quelque chose de assez fréquent dans l'extrême droite de se retrouver avec des gens qui vont se retrouver à des emplois fictifs pour justifier leurs compétences politiques qu'ils n'ont pas par ailleurs. De manière tout aussi décisive, c'est Dietrich Klacks qui permet la naturalisation du ressortissant autrichien Adolf Hitler, qui n'acquiert la citoyenneté allemande que le 26 février 1932, date à laquelle il est noté représentant du Land auprès du Reichsrat à Berlin. Hitler se mettra en congé sans solde en octobre 1932 et ne semble pas avoir réellement travaillé pour l'administration qui l'a brièvement employé. Et puis il continue en décrivant comment d'autres Länder vont tomber les uns après les autres dans soit un pouvoir aux nazis, soit un pouvoir à une coalition qui comprend les nazis, partant du centre jusqu'aux nazis. Et il va dire notamment à propos de ça, cette histoire politique est décisive car elle induit une habituation réciproque entre droite et extrême droite et rend crédibles les combinaisons imaginées par les différents stratèges politiques, qu'ils soient chefs de parti, Major Ludwig Kaas pour le Zentrum, Hugenberg, Hitler, ou conseiller du président, entre parenthèses, Schleicher. Coalition des droites, bloc national conservateur autour d'un barycentre, DNVP-NSDAP. Coalition entre NSDAP et Zentrum. Toutes les options ont déjà été éprouvées dans les laboratoires des Länder à la satisfaction des partis concernés. Donc on retrouve ce qu'on disait juste avant, ce truc que ça va permettre de normaliser le fait de collaborer du centre jusqu'aux nazis, et ce, d'une part aux Länder, mais petit à petit, c'est une idée qui va venir jusqu'à l'idée de se dire « et pourquoi pas au Reichstag ?» En revanche, ce qui se passe au Reichstag, c'est une situation qui est un peu bloquée, parce que l'extrême droite, elle se positionne comme une opposition au gouvernement. Et donc, à chaque fois que le gouvernement va utiliser l'article 48 alinéa 2 de la Constitution pour passer en force, le KPD, donc le Parti communiste, le NSDAP, les nazis, ou le DNVP, le Parti nationaliste, vont demander une motion de censure, et cette motion de censure sera refusée par le Parti socialiste.
De la même manière, c'est pas possible de destituer le président, ce qui est une hypothèse qui est envisagée à un moment, parce que de toute façon, il faut 2/3 des voix du Reichstag. Donc, encore une fois, le Parti socialiste va s'y opposer. Et puis, on aborde toute la partie économique de cette phase de l'histoire avec le chancelier Brüning. Le gouvernement qui s'entête par sa politique austéritaire et qui va imposer toujours de garder ce même cap. Le but, c'est améliorer la compétitivité allemande en baissant le coût du travail. Donc on est dans une spirale austéritaire à l'échelle nationale, mais pas seulement, qui va aggraver la crise et jusqu'à l'effondrement de plusieurs banques, que ce soit en Allemagne ou en Autriche. Brüning refuse de reconnaître l'échec et force pour continuer sa politique économique austéritaire de l'offre. Le plan de la politique de l'offre continuera à la fois sous le docteur Brüning, sous von Papen qui sera le chancelier qui lui succédera, et puis sous Fritz Reinhardt qui sera le ministre de l'économie nazi. Donc on a bien quelque chose où le fonctionnement, la compréhension et les décisions économiques qui sont les mêmes du centre jusqu'à l'extrême droite. Le gouvernement Brüning poursuit sur son air, les ordonnances d'urgence de l'article 48.2 se succèdent. Pour toujours plus baisser les prestations sociales, réduire les salaires, augmenter les taxes, ce qui, mécaniquement, aggrave la crise. Les milieux dirigeants de l'économie s'en inquiètent de plus en plus. Le chancelier, tout à son système, n'entend rien, préoccupé qu'il est, avant tout par son œuvre de politique étrangère qui, à ses yeux, a la préséance, mettre fin aux réparations et obtenir si possible un blanc-seing pour le réarmement allemand. Donc ce que ça dit, c'est que concrètement, il en a rien à foutre de ce qu'on lui dit, il a décidé que sa politique serait celle-là, et ce qui est le plus important pour lui, c'est de discuter à l'international pour essayer de faire annuler les réparations que doit l'Allemagne à la suite du traité de Versailles. Puisque après la Première Guerre mondiale, il est décidé que l'Allemagne doit rembourser aux autres pays qui ont gagné la guerre des frais en compensation. Faire annuler les réparations, c'est quelque chose qu'il va obtenir parce que le président américain Hoover va proposer un moratoire, puisque inquiet par la faillite des banques allemandes et autrichiennes, il va demander à ce qu'on annule les réparations du traité de Versailles, le 6 juillet 1931. Et ça, ce sera une victoire malheureusement de courte durée pour Brüning, puisque non seulement ça c'était son premier objectif, mais son deuxième objectif était de mettre en place un traité d'unification des douanes avec l'Autriche, mais ce traité sera rejeté par la Société des Nations, qui est l'ancêtre de l'ONU, et qui va s'y opposer en disant que ça contreviendrait à l'indépendance de l'Autriche. En plus de ça, la France va se glisser dans les négociations pour convaincre l'Autriche, en lui proposant une aide budgétaire, de renoncer à cette idée d'union douanière, ce que l'Autriche va finir par accepter. Ça va mener au départ du ministre Julius Curtius, qui est ministre de l'économie sous Brüning, et ce qui, à terme, mènera la démission de tout le cabinet Brüning. Le départ de Julius Curtius entraîne la démission du cabinet Brüning dans son entier, le 9 novembre 1931. Hindenburg accepte la démission et souhaite un nouveau gouvernement purgé de tout ce qui lui semble trop à gauche, ce qui, pour le vieil homme qui tend à se raidir, concerne également les membres du Zentrum, comme le ministre de l'Intérieur Joseph Wirth remercié ou le ministre des Transports Theodor von Gerhard, qui perd lui aussi son portefeuille. Donc on est dans une situation où le président décide que même le centre est trop à gauche, à l'exception de Brüning, qui reste son premier ministre, donc son chancelier plutôt, et donc qu'il renomme en tant que chancelier à sa propre succession. Fort logiquement, Brüning représente lors de sa déclaration de politique générale au Reichstag le 13 novembre 1931 un gouvernement encore plus indépendant des partis que l'était le précédent, et qui ne tiendra compte de la ligne d'aucun parti. La logique d'un cabinet présidentiel de droite s'affirme, mais le chancelier reste dépendant de la politique de tolérance du SPD. La grande affaire politique des mois suivants, la préparation de l'élection présidentielle, achèvera de le prouver, car ce sont bien les sociodémocrates qui vont permettre la reconduction du vieux maréchal à la tête de l'État. Donc l'idée c'est qu'on prend les mêmes et on recommence, on propose un gouvernement qui va être au-dessus des clivages, qui va être et de gauche et de droite, ni de gauche ni de droite, qui va se positionner essentiellement sur des questions d'un point de vue technique et qui va mener en réalité une politique de droite. On continue là-dessus, et puis cette dernière phrase qui nous éclaire sur le fait que
En réalité, non seulement ce gouvernement va continuer de tenir uniquement parce que les socialistes se refusent à le censurer, mais aussi, ça se vérifiera à la fois sur la suite où, lors des élections, le maréchal Paul von Hindenburg sera réélu grâce au Parti socialiste allemand. Et on se retrouve donc la semaine prochaine en streaming sur Twitch ou sur YouTube pour parler du chapitre 2 qui s'appelle Un régime présidentiel, hyper-personnalisation et règne des entourages. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, liker, blablabla, tout ça vous connaissez.